Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine du dimanche La Totale. Voici le sommaire sacré champion d'Afrique. Ça se fête et cela continue. Une semaine après, l'émotion est toujours vive. Certains n'arrivent pas encore à réaliser ce titre continental tant convoité hisse le Sénégal au sommet de la gloire. Nous le verrons de long en large. Donc confraternellement, il sera également question de perspectives pour l'équipe nationale de football. Bouillon Culture aussi se met au rythme de la victoire. The Sound of the Victory, le son de la victoire. Ibou Bakardja nous parlera justement de ses chansons dédiées au Lion depuis la nuit des temps. Toute autre chose à voir aussi dans la totale de ce dimanche, la hausse du prix du sucre. Les consommateurs désapprouvent, les revendeurs se dédouanent. Le sujet de Alun Sow nous aide à y voir plus clair. Et enfin, Ayora nous ouvre les portes de Porokhane, la ville sainte, lieu de pèlerinage annuel, en hommage à Sor Nadia Rabousso, mère du fondateur du mouridisme, cher Ahmad Bamba Maki. Bienvenue à tous dans la totale de ce dimanche. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous démarrons ce total dimanche avec Coin Éco. Le prix du sucre est en hausse. Cela fait quelques jours. Consommateurs et revendeurs disent être au même niveau d'information. Ils sont surpris par cette flambée. Et dans le dossier Coin Éco qui va tout de suite suivre, le professeur Meissa Babo donne des explications. C'est avec Alun Sow. Marché Tilem. Ici, les gens se croisent sans aucune barrière. La hausse du prix du sucre est sur tous les lèvres. Les commerçants n'y comprennent rien. Franchement, nous ignorons les raisons de la hausse des prix. Pour l'instant, il y a même une rupture dans le marché. Moi-même, j'avais 10 sacs de sucre. Pendant ce temps, je ne savais pas qu'il y a une rupture dans le marché. Les gens sont venus les acheter. Actuellement, j'entends dire que les grossistes vendent le sac de sucre à 30 000 francs CFA. À ce prix, même si je l'achète, je ne pourrai pas le revendre. Même son de cloche côté consommateur, sans parler des personnes dont les activités dépendent du sucre. Ces dernières ne comprennent toujours pas la cause de la flambée du produit. Nous nous sommes réveillés un bon jour et nous avons eu la nouvelle. Tout est devenu cher. Toutes mes activités tournent autour du sucre, donc c'est le calvaire. Mon travail est au ralenti. Une flambée due à des facteurs endogènes et exogènes. En croire cet économiste. Il y a des facteurs d'abord exogènes, c'est-à-dire à l'extérieur et à l'international, la relance économique mondiale a permis quand même une augmentation généralisée des matières premières. Le deuxième facteur, c'est peut-être le fret maritime. Avec la Covid, les gens préfèrent amener des médicaments plutôt que des marchandises. Le troisième facteur, c'est peut-être récemment le pétrole qui a dépassé le cap des $80. Ce qui fait que sur le plan extérieur, ces facteurs exogènes viennent effectivement pour augmenter les prix. Mais il faut peut-être noter aussi au plan intérieur, ça ce sont les facteurs endogènes. Très souvent, notre douane et nos taxes ne facilitent pas les choses. La hausse du prix du sucre, un calvaire pour les commerçants et les consommateurs. Interpellés sur la question, les grossistes n'ont pas voulu se prononcer. Merci beaucoup Alun Sow pour ce reportage au lendemain donc de l'euphorie collective née du sacre du Sénégal champion d'Afrique. Survient contre toute attente une hausse du prix du sucre. Bonsoir Madame Ndiaye. Et vous en parlez justement avec Momar Ndao, président de la SCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir. Bonsoir Momar. Au moins lui, il est un acteur et il assume justement sa part de ces phénomènes qui arrivent tout de suite. Momar, nous sommes au lendemain justement d'une victoire mémorable. Tous les Sénégalais sont dans la rue pour fêter justement le championnat que vient de remporter le Sénégal. Et le surlendemain intervient une subtile hausse du sucre. Comment comprendre tout ça? Moi je l'ai dit, c'est un sabotage du ministère du Commerce.
Parce qu'en fait, Carrément. oui, parce que le sucre est un produit homologué. Ça veut dire que la modification de ces prix répond à une procédure bien particulière. D'abord, pour qu'il puisse y avoir modification des prix, il faut qu'il y ait la première réunion, c'est celle du comité technique. Le comité technique qui est composé des différents acteurs, ministère des Finances, douane, industriels, consommateurs, ministère du Commerce et distributeurs, fait une première réunion avec l'étude de la structure des prix. S'il y a une variation au niveau international, est-ce que cette variation peut être compensée par l'État, par une diminution des taxes, etc., etc., etc. Donc on essaye de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire par rapport à la manière donc d'accuser la hausse qui vient par exemple de l'international. Alors s'il n'y a pas de hausse, le comité technique regarde si au niveau de la structure il n'y a pas de niche de spéculation. C'est pour faire une baisse. Et une fois que le comité technique termine son travail, le comité des prix se réunit. Le comité des prix est présidé par le ministre des Finances et le ministre du Commerce, plus l'administration douanière, l'administration fiscale, le ministère donc, du Commerce, j'ai déjà dit, les consommateurs, les industriels, les distributeurs, etc. Public et parapublic, quoi. Exactement. Oui, plus les acteurs maintenant. Donc là, il y a l'arbitrage sur le plan du choix. Qu'est-ce que l'État a fait? Il y a une augmentation au niveau international, il y avait un certain nombre de taxes, etc. Donc le comité technique propose des modifications donc, de ces taxes-là, droits de douane, etc. Et c'est lors du comité des prix que le ministère des Finances valide les propositions donc, de modification au niveau donc, des taxes douaniers, ou qu'est-ce que sur le plan fiscal le ministère peut faire par rapport à cette nécessité de maîtriser l'augmentation importée. Une fois que le comité technique, comité des prix, termine son travail, il soumet son projet de variation tarifaire en baisse ou en hausse à ce qu'on appelle le Conseil national de la consommation, qui est composé plus largement, donc avec tous les représentants de l'administration, même les journalistes font partie du Conseil national de la consommation, les industriels, les consommateurs, etc. Et là, nous travaillons sur les propositions du comité des prix. Donc, ces propositions qui disent, par exemple, il faut baisser ou il faut augmenter de temps, le Conseil national de la consommation, souverainement, peut dire nous ne sommes pas pour une augmentation. À ce moment-là, on renvoie à une autre période. Et donc, si le Conseil national de la consommation valide les prix, ce n'est qu'après ce moment-là que le ministère peut faire un arrêté pour changer les prix. Ce qui n'a pas été le cas. Au mois d'août, nous avions fait un arrêté, après avoir fait le circuit, pour plusieurs produits, dont le sucre. Et donc, le prix du sucre était passé de 575 francs CFA à 600 francs CFA. Donc, il y avait une augmentation du fait que tous les arguments étaient là, l'État avait fait des efforts, etc. Et malgré tout, le produit était encore trop cher. Et donc, on a concédé une augmentation des prix. Depuis cette date, il n'y a pas eu de nouvelles réunions du comité des prix ou des différentes instances. Donc, il ne peut pas y avoir un nouvel arrêté, puisque le produit est homologué. Donc, on a dit à propos de ça que c'est une décision qui a été actée depuis août 2021. Voilà, c'est ce que j'explique. Voilà. Oui. Donc, il n'y a pas eu de nouvelle concertation. Voilà, il n'y a pas eu de nouvelle procédure pour augmenter. Donc, le 31 août, on avait fixé le prix à 600 francs. Or, l'arrêté actuel parle de 625. Donc, si c'était les conclusions du mois d'août, c'était 600 francs. Et non 625. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, ce qui est plus grave, c'est que le 31 août, on a mis 600 francs. Mais la CSS n'a pas bénéficié de l'augmentation. Et les commerçants eux-mêmes, les grossistes style Unacoya, ils disent qu'ils n'ont pas bénéficié. Ça veut dire qu'on a demandé aux consommateurs de payer 25 francs plus cher. Ça n'a bénéficié qu'aux détaillants. Comment le ministère du Commerce peut-il prendre un arrêté pour augmenter le prix d'un produit qui est devenu cher pour le producteur, pour l'importateur? Or, pour ces personnes-là, elles n'ont pas bénéficié de cette augmentation. Et que c'est les détaillants qui en ont bénéficié. Et donc, au moment où la CSS devait en bénéficier au mois d'août, la CSS dit, compte tenu des inondations, compte tenu de la situation du pays, moi, vraiment, n'augmentez pas pour moi.
Je supporte ce que je perds, je vais perdre, mais c'est pour le bien du pays. À un moment donné, donc CSS dit, je n'en peux plus. Donc je voulais bien aider, compte tenu des inondations, etc. Mais il faut que l'augmentation qui a été calculée me soit attribuée. Alors non, c'est pas terminé. Ah bon? Maintenant, au lieu de lui attribuer les 25 francs qui ont été augmentés sur le prix au consommateur, donc c'est passé de 575 à 600, normalement, le producteur devait recevoir une compensation égale à 25 francs. N'est-ce pas? Oui, sauf de péréquation. Voilà. Mais le ministre du Commerce fait un arrêté, non pas de 25 francs d'augmentation, mais de 50 francs d'augmentation. C'est incompréhensible. Parce que le ministre dit c'est 625 au lieu de 600 francs. Et c'est ça, c'est ça le truc. Et donc quand on a commencé à complaindre, à se plaindre, etc., le chef de l'État a dit ramenez-moi ça à zéro, on a baissé les prix. D'ailleurs, baisser les prix de tous les produits. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une baisse du prix du sucre. En tout cas, au moins qu'on le ramène au prix de 600, pas au prix de 625. Parce que ce qui avait été adopté techniquement par tout le conseil, tout ça, c'était 600 francs. Si CSS n'en a pas bénéficié, ce n'est pas normal, CSS doit en bénéficier. Et actuellement, on est en train de travailler sur deux autres produits, sont le riz et l'huile. Voilà un peu la... Oui, restons un peu sur le sucre. Oui, voilà un peu la situation. Non, le chemin est limpide, en tout cas du point de vue du processus. Je pense qu'il y a les instances qui devaient se réunir qui ne se sont pas réunies. Ce qui vous a amené peut-être par votre courroux à dire effectivement que c'était un sabotage. Mais peut-être que maintenant, voyons voir s'il y a plus de signes avant-coureurs de cette hausse subite et inopportune. Voilà, en fait, il faut savoir que depuis 2012, il n'y a pas eu une augmentation du prix du sucre au Sénégal. Donc le prix a été bloqué, il restait le même. Mais vous savez que nous avons un problème de taille, c'est que les prix du sucre varient au niveau international et déterminent un peu le coût de l'importation. La CSS produit à peu près 140 000 tonnes pour une consommation qui tourne autour de 190 000. À peu près. Il y a 50 000 tonnes en général de gap. Et ce gap-là est importé par les commerçants. Une partie et une autre partie, la CSS. Donc quand le prix à l'international est bas, donc les commerçants gagnent beaucoup. Et donc si on devait vendre le prix, le sucre au prix du marché international, ce serait un prix qui serait plus bas que le prix donc, de la compagnie. Mais ça c'est volatile, c'est pas tout le temps. Oui. Donc récemment d'ailleurs, vous avez vu au mois d'août, le prix à l'international est tellement élevé que si les commerçants importaient, le prix devrait augmenter. C'est ce qui faisait qu'on avait du sucre à 750 francs, c'est pas le kilo, etc. Et ce qui avait fait que l'État même avait accepté d'ajuster à 600 francs pour permettre aux commerçants de pouvoir importer et de combler. Alors, donc ce qui fait que, selon les circonstances au niveau international, il y a une augmentation des prix. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une compagnie locale qui produit et qui peut faire face à ces à-coups-là. Maintenant, cette compagnie, elle est soumise à un certain nombre de choses, notamment à l'augmentation de certains intrants, comme les engrais, etc. Et donc, effectivement, si les coûts de production augmentent, donc les prix aux consommateurs doivent être révisés si c'est démontré que ça a augmenté. Parce que c'est interdit de vendre à perte, mais on ne va pas augmenter n'importe comment. Ensuite, nous avons un autre problème au Sénégal, c'est que quand il y a un prix qui augmente de 100 à l'international, la répercussion n'est pas forcément de 100. Je donne un exemple. Supposons, il y a plusieurs cas que nous avons vécu. Quelqu'un avait importé un produit dont la répercussion, puisque c'était un intrant, devait être de 13% au consommateur. C'était un industriel. Lui, il a augmenté de 13%. Quand il a augmenté de 13%, le détaillant, le grossiste, donc c'était le producteur, le grossiste a augmenté de 48%. Le détaillant a augmenté de 78%. Or, pour le consommateur, donc 78%, ça devait correspondre à 13%. Okay. Donc ça veut dire que si on y prend garde, il y a le brouhaha de hausse, comme je l'appelle, qui fait que dès qu'on parle d'une augmentation à l'international, les gens augmentent de manière déraisonnée les prix en ne prenant pas en considération
le pourcentage que se doit être. Et ça, c'est le ministère du Commerce qui doit le calculer. Alors, mais les Sénégalais lambda, ils s'étonnent quand même que depuis la nuit des temps, enfin, j'exagère, mais comme depuis très longtemps, le sucre est sujet à beaucoup de spéculations. Je signale le passage. Oui, tout à fait. Toi et moi, depuis notre jeunesse étudiant. Ça fait 48 ans que la CC existe. Voilà, on parle de spéculation. Exactement. Mais est-ce qu'il y a un moment où on mettra un terme à cette spéculation pour qu'au moins le sucre soit régulé et puis bon, son prix stabilise? En fait, le sucre est régulé, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne sont pas d'accord sur la régulation. Ils disent on protège trop la CSS, etc. Parce que le commerçant, qu'est-ce qu'il veut? Si ça ne dépendait que des commerçants, on ferme la CSS, on importe le sucre. Bon, mais si on importe le sucre, d'ailleurs on perd 8000 emplois, même s'il y a des seniors à l'intérieur. La CSS, c'est le premier employeur privé au Sénégal. Et donc, on peut prendre un ou deux commerçants qui importent toute la production dont nous avons besoin. À ce moment-là, ça fera 2 emplois. Bon, vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets. Quoi. Bon, alors, donc, il faut protéger l'entreprise. Mais il n'y a pas de monopole de production du sucre. Aujourd'hui, Mamadou Ndiaye peut investir, faire de la betterave ou de la canne pour produire du sucre. C'est libre. Alors, on m'a dit, selon des sources convergentes, qu'une autre usine de production de sucre installée au Sénégal, ça coûterait 30 milliards de francs CFA. Oui, mais ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a des Sénégalais qui sont prêts à lever le doigt pour dire je n'en ai pas encore vu, c'est pourquoi il n'y en a pas encore. Sûrement, voilà. Bon, s'ils ne veulent pas le faire, ou s'ils ne peuvent pas le faire, donc il ne faut pas demander qu'on ferme la CSS pour qu'on importe, parce qu'aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée qui permet à un pays de s'en sortir. Donc moi, je pense qu'il faut protéger nos entreprises locales, mais il faut aussi permettre, en tout cas, il faut demander à nos entreprises d'être plus performantes, etc. On peut exiger qu'on améliore la qualité, qu'on améliore la performance, etc. Mais fermer une usine, c'est insensé. C'est insensé. Maintenant, venons-en au Ramadan. Je ne peux pas terminer par là, peut-être Adam voudra me l'excuser. On va vers un Ramadan chaotique si le sucre augmentant entraîne également un effet généralisé. Exact. Voilà. Parce qu'en fait, pour éviter ça, d'ailleurs, c'est pourquoi le chef de l'État a donné des instructions pour qu'on baisse. Parce qu'il faut qu'on arrive au Ramadan avec des baisses de prix, pas avec une spéculation qu'on connaît traditionnellement. Heureusement que maintenant, on a des grandes surfaces qui font que, en général, ces spéculations sont tempérées par l'existence de ces grandes surfaces qui respectent les prix. Mais sinon, à chaque Ramadan, c'était toujours pareil. Donc, si rien n'était fait, effectivement, on aurait un Ramadan qui va être complètement chaotique. Il fait dès qu'il y a un début d'augmentation sur 2-3 produits, après les autres, ils augmentent, etc. Et c'est là où on attend le ministère du Commerce. Parce que s'il y a des produits qui sont administrés, il faut qu'on veille à ce que ces prix soient respectés. Mais je donne un exemple, on augmente de 25 francs, soi-disant pour que les importateurs puissent faire face, soi-disant pour que la CSS puisse faire face. La CSS dit pour l'instant, moi je ne prends pas. Les importateurs disent ils n'ont pas pris. Mais c'est grave. Les détaillants ont pris. Or les détaillants, c'est des bypass, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucun truc qui augmente, qui complique la situation. Ça, c'était fait normalement pour permettre aux importateurs de pouvoir s'en sortir sur le plan donc des coûts qui avaient augmenté. C'est ça. Il y a un ancien député sénégalais très connu à l'époque qui disait que le sucre sénégalais est très sucré, mais avec cette péripétie de hausse, est-ce que le sucre deviendra un jour amer? Oui, bon, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dit, hein, c'est vrai que le sucre est cher par rapport au pouvoir d'achat. Mais si vous allez en France, le kilo de sucre, c'est à plus d'1 euro. Hein. C'est presque 2 euros que ça coûte. C'est-à-dire que, le prix au niveau international ne reflète pas la réalité parce que c'est des prix qui sont parfois subventionnés. Il y a une démarche qui veut qu'on ferme les unités locales pour que demain, si on nous dit que le prix du sucre est à 5 000 francs, vous êtes obligé d'acheter parce qu'on n'avait pas d'usine. Et donc, il faut que les gens comprennent qu'il y a parfois jusqu'à 14 à 16 millions de tonnes de surproduction de sucre dans le monde. Et donc, il faut coûte que coûte placer ces trucs, ce qui fait que c'est des prix qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Maintenant, les commerçants se sont battus jusqu'à ce qu'on leur donne un quota sur le gap à combler. Mais quand les prix sont très élevés, ils n'importent pas. Très bien. Momar, merci, le temps est très précieux. Ouais. Voilà, Adama. Merci, Mamadou Ndiaye. Merci également à votre invité, Momar Ndao, président de la SCOSEN. On enchaîne tout de suite avec Confraternellement.
Cela fait exactement une semaine que l'équipe nationale du Sénégal a réalisé un exploit en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Un sentiment indescriptible, une joie immense qui nous anime toujours. D'ailleurs, une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal. Les Lions se concentrent sur l'avenir, un futur proche qui va croiser à nouveau l'équipe égyptienne en match de qualification en Coupe du Monde Qatar 2022. Le récit d'Abdourahmane Ly. La troisième finale fut la bonne pour le Sénégal, qui pour la première fois de son histoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'hystérie totale au pays de la Teranga et partout ailleurs où les supporters sénégalais se sont trouvés. Un trophée qui doit servir de déclic aux Lions de la Teranga, des joueurs devant davantage asseoir leur place de leader sur le plan international. Pour qu'on gagne en 2023, pour qu'on retourne à la Coupe du Monde, qu'on soit la première sélection à atteindre les demi-finales, le carré d'as, et pourquoi pas à jouer une finale et de la remporter. Donc il faut d'abord consolider les acquis et être régulièrement dans le top 4, toujours dans les demi-finales, finales, toujours retourner à la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. En dehors du rectangle vert, le président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal estime qu'une politique mercatique s'impose à la Fédération sénégalaise de football. On devrait arriver à un moment donné, l'État ne mettra plus d'argent sur la fédération. En France, il y a une fédération qui est autonome, c'est elle-même qui paie le sélectionneur. Au Sénégal, le sélectionneur est payé avec l'argent du contribuable. Nous n'avons pas de stade. Il faut trouver le juste milieu. Il va falloir pousser les sociétés nationales, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, de construire dans chaque capitale régionale, à défaut de chaque département, qu'on puisse doter des infrastructures suffisantes de 10 000 places de stade assises. En attendant, le stade du Sénégal, construit à Diamniadio, sera inauguré ce 22 février. Le premier match du Sénégal qui y est prévu va être celui contre l'Égypte, comptant pour le match retour des barrages de la Coupe du Monde, des pharaons blessés qui comptent en découdre face à des lions confiants après ce sacre. Il ne faudrait pas croire que ça va être facile. Il faut faire un déplacement extrêmement important, essayer de mettre tous les atouts de notre côté. Et pour qu'on puisse, à défaut de gagner, avoir un match nul au Caire et retourner ici au stade du Sénégal devant beaucoup de Sénégalais pour qu'on puisse composter nos tickets, aller au Qatar, retourner à United 2026, remonter jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Ce qui accroîtrait l'exultation des Sénégalais après ce pénalty marqué par Sadio Mané, synonyme de la première étoile du Sénégal sur son maillot. Même le chef de l'État s'y était mis. En guise de récompense, Macky Sall a octroyé des primes aux joueurs et autres membres de la délégation officielle, un geste qui n'a pas fait l'unanimité, faisant naître une vive polémique. Je crois que quand on est une autorité, quand on est un responsable, il y a des canaux qu'on doit utiliser pour communiquer, même si on n'est pas content. Ce n'est pas sur la place publique qu'il faut l'établir, d'autant plus que vous n'avez pas raison. Aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui n'étaient pas vraies. C'est ça qu'une autorité devrait éviter. Et ce que la Fédération sénégalaise de football ne doit pas laisser perdurer, toujours selon Abdoulaye Thiam, c'est la publicité gratuite de la marque Le Coq Sportif. Pour le président de l'Association nationale de la presse sportive, la marque qui a accompagné les Lions de la Teranga en 2002 constitue aujourd'hui un problème, empêchant ainsi à la Fédération sénégalaise de football de profiter des bénéfices de la vente des maillots de l'équipe nationale du Sénégal. Des solutions s'imposent alors à ses yeux. Les maillots rétro qui nous ont sans doute porté chance. Merci beaucoup Abdourahmane Ly. Nous recevons ce soir donc fraternellement Aliou Goloko, journaliste spécialisé en sport. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour cette invitation. Alors, comment vous sentiez-vous dimanche dernier à 7h? À cette heure-ci, on était encore sous la pression. Parce que le match a commencé à 20h, donc c'est-à-dire heure d'ici. Sadio avait déjà raté le penalty en cours de match. Mais moi, je ne doutais pas. Jamais douté de la performance de nos Lions cette année. Avant de partir, je le disais, que cette année, il ne pouvait absolument rien nous arriver. Il ne pouvait rien nous arriver pour la bonne et simple raison que depuis 3 ans, nous trônions à la tête du classement africain de la FIFA. Il ne pouvait rien nous arriver tout simplement parce que nous avons de très très bons joueurs, des joueurs de classe mondiale. Il ne pouvait rien nous arriver parce que nous avions un coach aguerri,
maintenant, et avec plus d'expérience, plus de maturité. Il ne pouvait absolument rien nous arriver parce que nous avions un peuple uni, debout comme un seul homme, derrière nous, en train de pousser cette équipe-là. Et il ne pouvait rien nous arriver enfin. On jouait une finale dans un stade qui était presque acquis à notre cause à 100%. Voilà. Donc tout cela mis ensemble, il n'y avait qu'une seule issue pour nous, c'était la victoire. Pour beaucoup, ce n'est toujours pas réalisable, c'est comme un rêve. Est-ce que vous avez fini franchement, non. Est-ce que vous avez fini par croire que le Sénégal a vraiment gagné On a gagné parce que j'ai vu le trophée, je l'ai touché, j'ai jubilé avec les joueurs dans les vestiaires, mais je ne réalise toujours pas. Franchement, pour dire vrai, c'est peut-être parce que l'attente a été très longue. Moi, ça fait quasiment 20 ans que je gravite autour des différentes sélections nationales du Sénégal. J'étais au cœur du dispositif parce que je travaillais pour la Confédération africaine de football, mais je ne réalise pas. Aujourd'hui, ça fait une semaine jour pour jour. La pression n'est pas encore retombée. Et ça va certainement retomber dans les jours prochains ou dès le prochain challenge pour nous, qui est d'aller chercher cette qualification en Coupe du Monde. Mais la fatigue, elle est encore là, les émotions sont toujours là. Oui, absolument. J'ai été agréablement surpris de voir aujourd'hui sur l'ensemble des réseaux sociaux du pays parlant le baptême, le ngénté de cette victoire. Et justement, par rapport à ça, une semaine après la fête continue, vous l'avez dit, il y en a qui disent que la coupe est baptisée aujourd'hui, l'ambiance à Dakar. Dites-nous comment vous l'appréhendez. Écoutez, paradoxalement, ironie du sort, j'ai mangé du lard moi ce matin chez moi à la maison, sans réaliser que c'était le ngénté de cette victoire, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a que la victoire qui est belle en fait. Il y a un élan de fierté, il y a un élan il y a une communion générale, il y a un sentiment de joie partagée, il y a une ivresse générale qui, comme une sorte de baguette magie, a touché notre peuple. Et au-delà de notre peuple, tous les Sénégalais à travers le monde, ceux de la diaspora également, il ne faut pas les oublier, les joueurs, les familles, les amis, les quartiers, les autorités, les politiques, bref, toute la grande famille du football africain, sénégalais particulièrement, se réjouit encore de cette victoire. Et ce qui est paradoxal, on est vraiment un champion unanime. Même les autres pays d'Afrique sont contents pour nous. Moi, j'ai reçu près de 600 messages à travers le continent de gens qui étaient fiers pour le Sénégal parce qu'ils trouvent tous que nous sommes des champions mérités. Nous sommes des champions, de beaux champions. Et cette année, franchement, au regard de tout ce qui a été présenté comme jeu, comme équipe, nous avions le meilleur profil pour remporter cette CAN. Gagner une Coupe d'Afrique, au-delà du titre, qu'est-ce que cela signifie? Alors, je vous le disais tantôt, le premier sentiment, c'est le sentiment de fierté. Déjà, dire que désormais, notre pays compte parmi les grandes nations du football africain. Et un bonheur, on dit souvent un malheur n'arrivera jamais seul, mais moi je vais dire un bonheur n'arrivera jamais seul. Nous gagnons 2 places en plus dans le classement mondial FIFA. On est passé 18e. C'est quelque chose d'historique aussi. On est le seul pays africain dans le top 20 des meilleurs pays de football au monde. Donc au-delà de ce sentiment de fierté, il y a la conviction qu'on sait bien faire les choses, qu'on est compétent, on a du talent et surtout qu'on s'est donné les moyens d'aller chercher ce titre-là qui semblait nous fuir. On avait perdu 2 finales auparavant. Cette année, la 3e est la bonne. Donc, au-delà de toute la jubilation qui a entouré cette victoire, il y a le sentiment de fierté surtout, mais il y a le sentiment également de reconnaissance, la reconnaissance des pairs. C'est la meilleure sanction qui soit, de manière positive, quand tout le monde est d'accord pour dire que cette équipe sénégalaise était la meilleure du tournoi. Elle méritait de le gagner parce que tout simplement, elle était talentueuse, avec beaucoup de joueurs de classe mondiale. Maintenant, le plus dur commence. C'est maintenant que le plus dur commence. Il faut maintenir ce cap. Il faut garder cette dynamique de victoire. Confirmer cette place de leader du football africain pour encore aller chercher d'autres victoires. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Il ne faut pas non plus dormir sur le laurier. C'est exactement ça. Et surtout l'appétit du lion. L'appétit du lion doit être un appétit très, très grand. Et donc, il ne faut pas dormir sur le laurier. Il faut célébrer à sa juste valeur cette première victoire. Mais automatiquement, il faudra se remettre très vite au travail et renforcer cette équipe. Et ouvrir de nouvelles perspectives pour la fédération, pour le football local, parce que c'est en cela que cette victoire serait importante. Justement, est-ce qu'on devrait s'attendre à une nouvelle politique sportive peut-être au Sénégal? Évidemment. Cela va sans dire. Déjà la semaine prochaine, on inaugure un stade flambant neuf, le stade du Sénégal. Et vous savez, c'est un premier pas. Vous savez comme moi l'importance des infrastructures dans la performance des équipes ou dans la politique sportive d'un pays. Donc il faut
Il faut encadrer cela, cette politique des infrastructures. Il y a le stade Léopold Sédar Senghor qui va être fait. Demba Diop va être reconstruit et financé par la Fédération sénégalaise de football via le projet Forward de la FIFA. Il faut trouver des pôles de développement du football dans notre pays, mais surtout, il faut faire un link entre l'industrie locale et le football local. Il faut créer une vraie économie du football, une vraie économie du sport dans notre pays, afin que tous les acteurs du football puissent s'y retrouver. Et si on s'y prend très bien, il y a moyen de créer des emplois, il y a moyen de trouver encore plus de talents, mais c'est surtout, il y a moyen de hisser maintenant le football local, c'est-à-dire le football de nos clubs, au sommet du continent africain. Donc ce sacre est un déclencheur. C'est un moteur, c'est un booster, c'est un moteur, c'est quelque chose qui va prouver désormais que c'est possible et qui va appeler de gros changements, même dans l'état d'esprit. Parce que tant qu'on ne gagne pas, on se disait que non, on ne va jamais y arriver. Maintenant, c'est fait. Et beaucoup avaient fini par se lasser de l'équipe qui les a plusieurs fois déçus. Hein. Mais écoutez, comme on dit en Wolof, ce sont tous les échecs précédents qui nous ont permis de construire ce succès-là, cette victoire. On a eu des désillusions, de terribles désillusions, notamment en 86, en 2012, en 2008 à Kamalé. Mais c'est, si vous voulez, l'agencement ou l'association de tous ces échecs qui nous ont permis de construire la victoire de cette année. En 2019, rappelez-vous, il y a 2 ans, on avait perdu en finale. On était presque au bout, on n'y était pas parvenu. Et tout ça, ça nous a permis d'avoir une meilleure carapace, de mieux supporter la pression et de mieux assimiler les enjeux du football de très haut niveau. Et c'est ce que nous avons fait cette année et c'est pour ça aussi que nous sommes devenus champions d'Afrique. D'autres compétitions sont en vue. D'abord la Coupe du Monde de Qatar 2022 en novembre prochain. Le Sénégal et l'Égypte avant vont se retrouver pour 2 matchs aller-retour, 2 matchs de qualification. Un nouveau face-to-face qui s'annonce quand même rude. Oui, ironie du sort ou hasard du calendrier, nous devons affronter encore cette équipe d'Égypte pour une qualification à la Coupe du Monde. La dernière fois que nous les avions croisés dans les mêmes circonstances, nous les avions éliminés. Rappelez-vous, en 2002, pour nous qualifier à la Coupe du Monde, on a sorti et l'Égypte, et l'Algérie et le Maroc. 3 pays de l'Afrique septentrionale dans ces éliminatoires-là. Généralement, c'est un pays qui réussit au Sénégal, l'Égypte, malgré que ce soit la meilleure équipe africaine du siècle, parce qu'elle a remporté quand même 7 Coupes d'Afrique des Nations. Mais le Sénégal arrive toujours à tirer son épingle du jeu quand elle joue contre l'Égypte. Il y a des petites histoires comme ça dans le football. En 86, nous les gagnons en match d'ouverture chez eux. À la CAN 2006, en demi-finale, ils nous gagnent 2-1, mais avec un penalty litigieux à la dernière minute que l'arbitre camerounais Divine refuse de siffler. Une faute sur Diomansi Kamara. On les élimine ici en éliminatoire de la Coupe du Monde en 2001. Ils vont prendre leur revanche. Ils pourront prendre leur revanche, mais c'est un match qui se joue en aller-retour, avec retour chez nous, dans notre nouveau stade, avec notre titre de champion d'Afrique et devant notre public. Il ne peut rien nous arriver. L'avantage est au Sénégal. Il ne peut rien nous arriver. Je touche du bois, mais si tout se passe bien, il ne peut absolument rien nous arriver chez nous. Il y a aussi la prochaine CAN en 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Comment devrait-elle être préparée? Alors, c'est à côté, c'est à 2h30 de vol d'oiseau de chez nous. C'est un pays où il y a une communauté, très très forte communauté sénégalaise. Près d'1 million de Sénégalais vivent en Côte d'Ivoire. C'est un pays également avec lequel nous avons une histoire. Rappelez-vous, en 92, c'est le Cameroun qui nous élimine ici. La CAN qu'on organise chez nous, c'est le Cameroun qui nous élimine. On va en 2022, la symbolique du chiffre 2, 92-2022, on va la remporter chez eux au Cameroun. La Côte d'Ivoire, ils ont gagné 7 CAN là chez nous en 92. Il faut bien que nous leur rendions la politesse en allant chercher cette coupe en 2023 en Côte d'Ivoire. Et ce sacre a également été l'occasion de plébisciter les entraîneurs locaux. Vous avez sans doute suivi le débat autour de Aliou Cissé, justement, qui sert d'exemple à beaucoup de pays de la sous-région. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, aujourd'hui, il a donné du crédit au travail des entraîneurs locaux, pour la bonne et simple raison que beaucoup de pays pensent que ce qui se fait de mieux en football vient de l'Occident ou de l'étranger. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Parce que ces clubs occidentaux s'appuient beaucoup sur les joueurs africains qui sont des joueurs clés dans les différents championnats occidentaux. Ça veut dire qu'on a du talent sur le terrain avec les joueurs, on en a également sur le bord du terrain avec les techniciens. Aliou Cissé l'a démontré aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile pour lui et il faut le reconnaître. À un moment donné, il a été l'objet de beaucoup de critiques
qui par moments était fondé. Ça, il faut aussi le reconnaître. Mais il s'est aguerri, il s'est amélioré, il a gagné en expérience, il a gagné en maturité. Et le fait que la Fédération sénégalaise de football lui ait donné 6 années continuer pour travailler explique aussi ce résultat qu'il a obtenu. Aujourd'hui, il faut lui tirer son chapeau bas à lui, et pour cet excellent travail qu'il a fait. Et il le disait, je l'ai suivi dire dans une interview, il disait que c'était un challenge personnel pour lui. Il avait perdu cette CAN en 2002. Il s'était promis de la gagner, soit en tant que dirigeant ou entraîneur. Et c'est désormais chose faite, il l'a gagné. Il fait aujourd'hui partie, si ce n'est pas le meilleur entraîneur africain, en tout cas, il fait partie des meilleurs entraîneurs du continent. L'état d'esprit des joueurs aussi, ça a beaucoup compté dans cette CAN. Oui, on a des champions. La véritable réussite de cette équipe du Sénégal, c'est cet alliage justement entre des joueurs d'expérience et de métier et les jeunes joueurs insouciants qui n'avaient peur de rien. Donc c'est cet alliage qui a pris et qui nous a permis de pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. On a une colonne vertébrale assez expérimentée et qui est habituée aux joutes de très 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 haut niveau, parce que toute notre colonne vertébrale joue la Ligue des Champions quasiment. Donc ils ont de l'expérience, ils ont du métier, ils ont fait plusieurs CAN. Et ça aussi, la CAN, c'est une compétition qui est assez compliquée, qui requiert beaucoup d'expérience et de métier. Donc plus tu as du métier... Il y en a pour beaucoup aussi, c'était leur première fois. Oui, mais ces jeunes-là, parce qu'ils ont pu se coller, s'intégrer à cette dynamique, à cette ossature, à cette colonne, ce noyau dur qui existait et qui avait du métier, de l'expérience et qui a pu aussi encadrer ces nouveaux venus, ces jeunes. Mais il y a aussi l'arrivée des binationaux qui sont arrivés, qui sont aussi rompus de la haute compétition et qui sont venus avec leur espérance. Je pense à Nampalys Mendy, je pense à Abdou Diallo, je pense à Pape Alassane Gueye. C'est des joueurs qui ont apporté un plus à cette équipe-là. Mais au finish, c'est tout ce qu'ils ont en commun, c'est des enfants du Sénégal, c'est des fils du Sénégal. Et ce sont eux qui nous ont permis, grâce à cette exception sénégalaise tant chantée partout dans le monde, à être champion d'Afrique pour la première fois. Merci, Aliou Goloko. C'est moi qui vous remercie. Elle continue? Ah oui, elle continue. Je pense que, comme je le disais, on va célébrer encore pendant 1 an. Jusqu'à la prochaine CAN. Jusqu'à la prochaine CAN, on est encore champion d'Afrique. Et en attendant que nous arborons nos premiers maillots avec l'étoile au-dessus. Voilà. Oui. On dit que les autres maillots sont maintenant has-been. Non, ils sont has-been. Voilà. On a le maillot avec l'étoile. L'étoile, c'est important. Et avec notre devise toujours, un peuple, un but, une foi. Une foi. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on va observer une petite pause à 19h45. Les infos vous seront présentées par Awed Diop Sen et on se retrouve dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure. La seconde partie de la Totale Dimanche, c'est Bouillon Culture, tout de suite avec Boubacar Dian. Je crois que Queen a eu peut-être une réaction épidermique, mais est-ce que Queen se trouve dans les disques? Et dans Bouillon Culture de ce soir, nous parlons de l'implication des artistes sénégalais durant la CAN. Comme vous savez, beaucoup de musiciens avaient l'habitude de sortir des tubes dédiés à l'équipe nationale de football du Sénégal, mais cette année, ils ont été rares à le faire. Et nous en parlons avec Boubacar Dian, l'homme de Bouillon Culture. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Adama. Et vous vous êtes entretenu avec Guy Sepen, un consultant culturel. Il n'y a pas eu beaucoup de sons dédiés au Lion cette année. Et votre consultant en a aussi fait la remarque. Oui, il a fait la remarque comme beaucoup de Sénégalais, déjà sur les réseaux sociaux comme sur TikTok, Instagram, de même que sur Facebook. On entendait des Sénégalais, donc des personnalités publiques qui demandaient aux musiciens sénégalais pour cette fois de ne pas dédier de tubes à l'équipe nationale. C'était au début de la compétition. Oui, parce que selon eux, ça ne portait pas bonheur à l'équipe nationale. Mais du coup, on a aussi vu un lutteur qui s'appelle Albouri. Donc c'est un lutteur très célèbre. Il a même fait beaucoup de vidéos là-dessus en demandant à certains comme à Queen Biz de ne pas chanter, mais malheureusement elle l'a fait. Donc quand j'ai posé la question à Guy Sepen, donc qui est un consultant culturel, comme vous l'avez dit, et qui est aussi
donc fondateur de l'association des métiers de la musique du Sénégal. Donc il a dit que d'une part les artistes suivent le dictat de la population, c'est-à-dire ce qu'ils font, donc c'est la population, ils répondent aux demandes de la population, raison pour laquelle beaucoup n'avaient pas daigné dédier le tube à l'équipe nationale. Il ne voulait pas endosser cette responsabilité en cas de défaite. Oui. Et je ne pense pas. D'ailleurs, je vous propose de suivre Guy Sepène, donc que nous avons eu au téléphone tout à l'heure. Je crois que Queen a eu peut-être une réaction épidermique, mais est-ce que Queen se trouve dans les dispositions peut-être d'organiser un concert? Parce que je sache, je n'ai pas eu encore l'opportunité de voir Queen Biz dans un concert en live. Certes, peut-être c'est légitime de sa part de se faire entendre. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à faire des productions pour les Lions. Et que même, elle a eu le risque de sortir une production au moment où le public sénégalais, de manière très maladroite, demandait aux artistes de ne pas chanter. Rien que pour cela, je crois qu'elle aurait dû peut-être être associée. Mais en s'agissant du concert de Wally, qu'est-ce qui en est le promoteur? Le promoteur est une structure privée, ST Consulting, en partenariat avec la RTS, qui ont organisé ce concert. Donc l'État n'est qu'invité dans ce concert-là. Youssou Ndour, lui aussi a organisé un concert avant cette finale en disant que voilà, si le Sénégal gagne la Coupe, ce soir je vous offre un concert. C'est légitime parce que ce sont tous des artistes sénégalais qui ont eu beaucoup à participer dans les événements des équipes du Sénégal, que ce soit du basket ou de football. Moi, je crois que... Et là, Boubacar, c'était plutôt la réaction de Guy Sepène sur la sortie de Queen. Queen Biz. Queen Biz, juste qui, après... on le souligne aussi, a été pratiquement la seule à avoir chanté l'équipe. Oui, la seule qui a osé prendre le micro pour chanter les Lions. D'ailleurs, à chaque match, depuis les quarts de finale, donc à chaque match, elle nous donnait 10 secondes de son clip, donc 10 secondes jusqu'à la finale. Elle a sorti le tube en entier. Oui, donc elle a sorti le tube en entier parce qu'elle était la seule. Mais bon, d'une part, quelque part, elle s'est offusquée de cela parce que quand les Lions ont gagné la Coupe, donc il y avait un concert offert aux Sénégalais et ce concert-là, juste à préciser, selon elle, c'était une sorte de lobbying qui s'opérait. Et elle disait on va dire que c'est un malentendu. Oui, un malentendu. Elle disait que cela va cesser, mais quand j'ai eu Guy Sepène au téléphone, il m'a dit que ce concert-là était organisé par une entreprise privée en collaboration avec la RTS. Et du coup, la Fédération sénégalaise de football n'était là qu'en tant qu'invité. Donc c'est pas la fédération qui avait organisé ce concert-là, comme le croyait Queen Biz. Et pourquoi les autres artistes n'ont pas chanté? Il en a parlé aussi, le consultant Guy Sepène. Oui, il en a parlé. Donc ils n'ont pas osé chanter parce qu'ils ne veulent pas que les Sénégalais se disent qu'ils ont porté la poisse à l'équipe, raison pour laquelle beaucoup d'entre eux se sont tus. Mais selon aussi nos consultants culturels, cela ne devrait pas être le cas. Et il a en même temps salué ou bien loué le courage de Queen Biz qui a pris le micro pour dire allez les Lions, donc ramener la coupe. On peut écouter ces extraits ou pas? Effectivement, on l'écoute. Oui, on écoute. De toute façon, les artistes ont toujours accompagné les équipes et beaucoup pensent que c'est l'État ou les organisations fédérales ou sportives qui les y amènent. Non, bien au contraire. Les artistes, ils vont avec leurs sponsors. Les sponsors qui sont là, qui peuvent s'appeler tel ou tel. Vous savez, l'artiste subit le dictat du public, l'artiste sénégalais surtout. Il subit le dictat du public. Et je ne pense pas que ce soit déjà un frein ou bien une menace par rapport à l'exercice de leur métier. C'est des travailleurs, voilà, donc ils ont peut-être multiples façons, peut-être soit de rentabiliser peut-être le travail, ou bien de se crédibiliser, ou bien de se donner un rayonnement. Voilà, donc le Sénégalais ne l'avait pas dit de manière voilà, systématique ou méchamment. C'était juste pour rigoler. Mais comme on dit au Sénégal, gaffe de Fagaou, donc les artistes se sont sentis un peu exclus peut-être de cette chose-là, mais c'est pas de toute façon. Les artistes ont toujours accompagné les équipes et beaucoup pensent que c'est l'État ou les organisations fédérales ou sportives qui les amènent. Non, bien au contraire. Les artistes, ils vont avec leurs sponsors. Les sponsors qui sont là, qui peuvent s'appeler tel ou tel.
Oui, donc c'était le dernier élément, sa dernière intervention concernant le sujet que nous avions aujourd'hui, qu'il s'agissait de l'implication des artistes ou bien de la prestation des artistes sénégalais dans cette CAN. Et en passant, donc, je vous souhaite joyeux, comme on le dit souvent. Aujourd'hui, c'est le dimanche passé à cette heure-ci. Bon, ça fait une semaine. Oui, ça fait une semaine, personne n'osait parler de quoi que ce soit à part football. Et nous étions tous sous pression. Donc voilà, on a la coupe. On baptise la coupe. Oui, espérons qu'il y en ait une deuxième. J'ai entendu plusieurs noms quand même. Bon. Et je n'ose pas les dire. Merci. Merci beaucoup Boubacar Dia. Et nous parlons toujours de Cannes dans Tranche de vie également. Une photo 1000 mots, celle d'une petite championne. Aïcha Fadé a touché les cœurs. Une petite Sénégalaise de 4 ans établie aux États-Unis. Sa photo a sans doute fait le tour du monde. Elle est à Dakar depuis quelques jours et nous a rendu visite dans nos locaux. Suivez ce reportage à Blamani. Elle est désormais la star nationale. À peine descendue du véhicule, Aïcha Fadé expose son innocence. Dans les bras de son père et sous la supervision de sa mère, Aïcha inspecte les locaux du groupe E-Media Invest au grand bonheur de ses responsables. Un bonheur contagieux qui affecte tout le monde, y compris le ministre des Sports. Une belle surprise. Matarba. Vous nous avez habitués à ces belles surprises et c'est tout à fait un très grand plaisir de la rencontrer, notre chère fille. 2022, c'est une révélation. On vient d'être sacrée championne d'Afrique, mais aussi on a une belle révélation de voir une Sénégalaise, une toute petite Sénégalaise, qui a montré qu'elle était patriote, parce que s'accrocher comme ça à cette belle image qui a fait le tour du monde, c'est extrêmement important et je pense que tous les Sénégalais ont été très fiers de la voir comme ça branchée à l'équipe nationale. La jeune Aïcha, âgée de 4 ans, montre ainsi l'exemple. Originaire de Boki Diawé dans le nord du Sénégal, elle a démontré son patriotisme à travers cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux, pour ne pas dire le tour du monde. Une fière chandelle qu'elle doit surtout à ses parents, selon le ministre des Sports. Parce que sa réaction montre qu'il y a une éducation qui a été inculquée à cette fille, qui ne vit pas au Sénégal physiquement, mais qui vit intérieurement ici au Sénégal et qui porte le Sénégal dans son cœur. Au-delà des Lions, sacrés champions d'Afrique, Aïcha Fadé est également entrée à tout jamais dans le cœur des Sénégalais. En témoignent ses nombreuses photos sur le net. Quoi de plus légitime de lui permettre de voir de plus près le trophée continental? Matarba précise. Elle sera reçue, si possible, même ce trophée qui lui a valu cette visibilité, elle aura l'occasion de pouvoir l'embrasser. Moi, je pense que c'est un devoir pour nous. Fier, ses parents parlent. Ma satisfaction est double. Je suis content parce que mon pays vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, mais également content parce que ma fille est heureuse et ça se voit. Je suis très contente pour ma fille. J'avais jamais cru que la photo allait être si virale. Le Sénégal est notre pays. Où que nous soyons, nous devons l'aimer de toutes nos forces. Si dans votre pays l'on est content, vous devez l'être tout autant. Au cas contraire, vous ne pouvez pas l'être non plus. Le ministre des Sports invite dans la foulée tous les politiques à s'inspirer de la jeune Aïcha et mettre le Sénégal au-dessus de tous les intérêts particuliers. Et pour y arriver, il faut rugir, comme Aïcha Fadé. Ailleurs à Porokhane, un village situé à 8 km de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack, un lieu de pèlerinage annuel où des centaines de milliers de personnes, surtout des femmes, rendent hommage à Mame Diarra Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Porokhane, terre-mère du mouridisme, c'est un sujet réalisé par Cheikh Sall et Sidignan. À 8 km de Nioro, la ville sainte de Porokhane. Le Magal de Porokhane symbolise la détermination
de Seydatuna Mariama Bousso, plus connue sous le nom de Sokhna Diarra Bousso, surnommée Diariyatullah, la voisine de Dieu. Elle nous est parvenue à Goloré en 1833. Goloré, petite localité du Fouta du Sénégal des Royaumes. Sokhna Diarra, femme vertueuse, dotée d'une forte personnalité, n'a vécu que 33 ans dans ce bas monde. Une vie courte, mais pleine d'enseignements, de miracles, de soumission et de sacrifices pour le bonheur d'une communauté tout entière. Un modèle pour les femmes. Nous sommes toutes des Sokhna Diarra. Mais Sokhna Diarra, c'est toute une philosophie. Ce sont des qualités qu'une femme doit avoir depuis toute petite. Avoir une bonne éducation, être pieuse et très dévouée. Minanoul Bakhil Khadim, les bienfaits de l'Éternel de Serigne Mohamedou Bassirou Mbacké, nous apprend que malgré le lourd fardeau des travaux domestiques et le service de son époux, Sokhna Diarra savait trouver le temps de s'occuper de l'éducation et de la formation de ses enfants. Elle aimait leur raconter l'histoire des saints et des pieux anciens afin que leur vie leur serve d'exemple, de référence. On ne peut pas parler de l'éducation d'un enfant sans parler de référence. Les gens viennent parler de ce qu'ils connaissent d'elle, son apprentissage, sa piété, son dévouement, sa générosité, ses qualités humaines, ses connaissances et tout. C'est cela que nous voulons inculquer aux enfants. Nous leur disons qu'il faut qu'ils soient comme leur homonyme. Et quand un enfant accepte quelque chose, c'est facile qu'il l'adopte. Fulkul Machoun joue un rôle très important dans le Magal de Porokhane car il regroupe les 7 et 7 dates de Serigne Bassirou en créant un gonto Hassida, comme on le fait chaque veille du Magal. Mais cette année est assez particulière car nous sommes en collaboration avec la fondation Mame Diarra Bousso, dont le secrétaire général est Serigne Issa Bachir. Nous avons des panels, comme vous le voyez depuis ce matin, des panels, des récitals de Coran, des documentaires, ainsi de suite, pour faire connaître le Mouridia en général et la vie et l'œuvre de Sokhna Diarra en particulier. Décédée vers 1866, Mame Diarra repose à Porokhane, un lieu de pèlerinage annuel pour des centaines de milliers de personnes. Cette semaine, c'est Youssouf Assi, artiste plasticien, qui partage avec nous ses méthodes pour passer une bonne semaine. Regardez. Je passe la semaine famille. Je me repose aussi pendant les week-ends, genre pour lecture, ou bien de changer avec mes amis artistiques. Voilà, c'est comme ça que je passe la semaine. Court, clair et concis. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi ce magazine à social dimanche. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV.